Ton esprit est comme une pièce que personne d'autre ne rangera pour toi. Si tu permets à n'importe qui d'entrer, de parler, de crier et de tout déranger, tu vivras dans le chaos. Mais lorsque tu décides de le former, lorsque tu fermes les bonnes portes et que tu mets le silence là où il y avait du bruit auparavant, tu découvres quelque chose que presque personne ne comprend. Le calme n'est pas de la chance, c'est de la discipline. La vérité est dure, mais nécessaire. La plupart réagissent par impulsion parce qu'ils n'ont jamais appris à penser avant de ressentir. Ils se noient dans leur propre dialogue interne, cherchent à avoir raison, s'accrochent à des problèmes minimes, permettent au bruit extérieur de décider comment ils doivent agir. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur paix est si facilement brisée. La réponse est simple. Ils n'ont pas formé leur esprit. Cette vidéo est pour changer cela. Pour que tu comprennes que le calme se construit comme un muscle, avec de la pratique, avec intention et avec du caractère. Ici, tu ne trouveras pas de phrases douces ni de théories vides. Ici, nous allons directement à ce qui fonctionne, à ce qui transforme vraiment. Tu vas écouter les 8 leçons qui te feront arrêter de réagir comme tout le monde et commencer à répondre comme quelqu'un qui se maîtrise. Reste jusqu'à la fin. Si tu appliques ce qui suit, rien de l'extérieur ne pourra à nouveau avoir le pouvoir de briser ta paix. Parce que la véritable force n'est pas dans le fait de crier, d'argumenter ou de prouver. Elle est dans le maintien du calme même lorsque le monde essaie de te sortir de ton centre. Ici, tu apprendras à le faire. 1. Ne réagis pas, réponds. Ton esprit fonctionne comme un volant sur une route pleine de courbes inattendues. Si chaque fois que quelque chose apparaît devant toi, tu tournes brusquement, tôt ou tard, tu finiras hors de la route. Mais si tu apprends à garder fermement le contrôle, même lorsqu'un véhicule traverse, qu'une pierre apparaît ou que la route devient étroite, tu continues à avancer sans perdre de direction. C'est ainsi que fonctionne l'autocontrôle. Ce n'est pas éviter le chaos, c'est avoir la capacité de ne pas te cracher dedans. Et bien que la plupart des gens vivent en réagissant comme si l'impulsion était une obligation, tu peux faire quelque chose de différent. Quelque chose que les gens forts font en silence, répondre. Répondre est un acte conscient, décidé, mature. Réagir est automatique, enfantin et coûteux. Quand tu réagis, tu donnes ton pouvoir au monde. Tu permets à n'importe quel commentaire, geste ou situation de décider pour toi. Quand tu réponds, tu récupères ce pouvoir, tu le gardes en toi et tu choisis quoi en faire. La plupart des gens ne répondent pas parce qu'ils n'ont jamais entraîné cette compétence. Ils ont l'habitude de sauter, d'exploser, de se défendre, de se précipiter, de répondre sans réfléchir, puis de regretter. Ils pensent que leur impulsion est leur identité, que leur émotion est une vérité et que leur première réaction est inévitable. Ce n'est pas le cas, c'est simplement un manque d'entraînement mental. Le stoïcisme l'a expliqué il y a des siècles. Personne ne te contrôle si tu décides de ne pas te soumettre. Et chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes ton centre. Ne pas réagir ne signifie pas rester silencieux ou permettre des injustices, cela signifie que tu ne laisseras pas l'émotion décider pour toi. Cela signifie que tu vas observer avant d'agir. Cela signifie que tu vas te donner quelques secondes pour mettre de la conscience là où normalement tu ne mets que de l'impulsion. La différence entre les gens qui vivent en paix et ceux qui vivent dans le chaos est ces secondes. Cette pause est ton arme. C'est l'espace où le cerveau cesse de marcher seul et te permet de prendre le contrôle. Les personnes qui réagissent vivent à la merci du monde. Si quelqu'un leur parle fort, ils se fâchent. Si quelqu'un ne leur répond pas, ils se frustrent. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils s'effondrent. Si quelqu'un les contredit, ils explosent. C'est une vie épuisante parce qu'elle dépend toujours des autres. Répondre, en revanche, te rend maître de toi-même. Cela te place dans une position où tu choisis, tu décides et tu définis le ton de la situation. C'est la liberté que personne n'explique mais que tout le monde désire. Pour apprendre à répondre, tu dois faire 3 choses. La première est d'observer ton corps quand tu ressens une impulsion. Ce n'est pas mystique, c'est pratique. Remarque comment ta respiration s'accélère, comment ta mâchoire se tend, comment tes pensées se regroupent sans ordre.
C'est le signe que tu es sur le point de réagir. La deuxième est de t'arrêter quelques secondes avant d'agir. Cela semble insignifiant, mais c'est la différence entre une erreur et une réussite. Ce petit espace te permet de mettre l'esprit là où avant il n'y avait que de l'émotion. Et la troisième est de choisir une action qui ne te détruira pas après, une qui reflète la maturité, la fermeté et la clarté. Répondre te permet aussi de voir plus clairement qui tu es vraiment. Quand tu réagis, tu cries, tu discutes, tu impulsions des mots qui ne représentent pas ton caractère, mais ton agitation. Quand tu réponds, tu agis à partir du contrôle, d'une version plus consciente de toi. Tu ne cherches pas à gagner, tu cherches à agir avec précision. Et cette précision te donne du pouvoir. Elle fait de toi quelqu'un dont le comportement ne dépend pas des provocations, des blagues lourdes ou des situations inattendues. Elle te transforme en quelqu'un de difficile à manipuler. Tu n'es pas fort parce que tu cries plus vite. Tu es fort parce que tu ne tombes pas dans les pièges émotionnels. 2. Prends soin de ton dialogue interne. Ton esprit est comme un narrateur qui ne se tait jamais. Il peut être un allié qui te pousse à avancer ou un ennemi silencieux qui te sabote de l'intérieur. Imagine que chaque pensée est une graine. Si tu plantes des graines de doute, de peur et d'autocritique, un sombre forêt poussera où tu te perdras chaque jour. Mais si tu plantes des mots de clarté, d'ordre, de fermeté, ton esprit devient un terrain fertile où tu peux construire n'importe quelle version de toi. Le problème est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils plantent. Ils se parlent mal sans y penser, s'insultent pour des erreurs minimes, se comparent aux autres et transforment leur dialogue interne en une arme qui les poignarde sans cesse. Le stoïcisme l'a toujours dit de manière directe. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ce que tu te dis à son sujet. Et cela définit ta vie. Les gens pensent que leurs pensées sont innocentes, qu'elles ne sont que des idées qui passent, mais ce que tu te dis à répétition devient ton identité. C'est une formule simple. Si chaque jour tu te répètes que tu n'es pas suffisant, tu commenceras à agir comme quelqu'un d'insuffisant. Si tu te répètes que tu es faible, ton corps commencera à bouger comme quelqu'un de faible. Le dialogue interne est plus puissant que n'importe quel commentaire externe, parce que c'est le seul que tu écoutes sans arrêt. Le vrai problème n'est pas ce que les autres te disent, c'est ce que tu te dis après les avoir écoutés. Tu peux recevoir une petite critique et la transformer en une attaque gigantesque simplement par la façon dont ton esprit l'interprète. Et c'est ainsi que beaucoup de gens se détruisent, non pas à cause de ce qui leur est arrivé, mais à cause de l'histoire qu'ils se racontent sur ce qui leur est arrivé. C'est le pouvoir du dialogue interne. Il transforme une erreur en condamnation, une peur en prison ou une difficulté en obstacle insurmontable. Mais il peut aussi faire l'inverse. Il peut transformer un échec en apprentissage, un rejet en direction, une chute en clarté. Prendre soin de ton dialogue interne, c'est surveiller qui parle en toi. Parce que ce n'est pas toujours toi. Parfois c'est ta peur qui parle, parfois tes insécurités, parfois une vieille voix que tu as apprise dans ton enfance, parfois un commentaire de quelqu'un qui n'est plus dans ta vie. Et si tu n'es pas conscient, ces voix dirigent ton comportement sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi la première étape est d'identifier ce que tu te dis chaque fois que quelque chose t'arrive. Quand tu échoues, que te dis-tu? Quand tu te trompes, que te dis-tu? Quand quelqu'un te critique, que te dis-tu? C'est là ton entraînement. L'esprit répète ce qu'il connaît. Si pendant des années tu t'es parlé durement, ton esprit réagira ainsi par défaut. Mais tout comme tu as appris un dialogue destructeur, tu peux en apprendre un qui te construit. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides ou de la motivation bon marché. Il s'agit de te parler avec clarté, objectivité et respect, te dire la vérité sans te détruire, accepter les erreurs sans t'insulter, reconnaître tes défauts sans les transformer en ton identité. Cet équilibre est la base du contrôle émotionnel. Chaque fois que ton dialogue interne penche vers le négatif, utilise la pause stoïcienne. Ne l'accepte pas comme une vérité immédiate. Questionne-le.
Demande si cette pensée t'aide ou te fait couler. Demande si elle provient d'une émotion momentanée ou de quelque chose de réel. Demande si elle te rapproche de la personne que tu veux être ou t'éloigne d'elle. Si elle ne te sert pas, tu l'arrêtes là. C'est le travail de quelqu'un qui prend son développement au sérieux. Bien te parler n'est pas de la complaisance, c'est une stratégie. 3. Priorise ta paix. La paix est comme une flamme au milieu du vent. Si tu ne la couvres pas de tes mains, le moindre mouvement brusque l'éteint. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Si tu ne le protèges pas, le monde le consomme sans effort. Et bien que beaucoup pensent que la paix arrive lorsque tout va bien, la vérité est autre. La paix se construit au milieu du chaos, lorsque tu décides que ta tranquillité vaut plus que de discuter, plus que de prouver, plus que d'avoir raison et plus que de t'accrocher à des choses qui n'ont pas d'importance. La plupart des gens perdent leur paix pour des futilités. Un commentaire, un regard, une contradiction minime, une erreur personnelle, un message non répondu, une attitude étrangère qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils réagissent comme si le monde leur devait le calme et se frustrent lorsqu'ils ne le reçoivent pas. Mais la paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle dépend de la façon dont tu choisis d'interpréter, d'agir et de répondre. Celui qui ne comprend pas cela est condamné à vivre épuisé, tendu et émotionnellement vidé. Le stoïcisme l'a toujours clairement indiqué. Ce qui perturbe, ce ne sont pas les faits, mais l'opinion que tu as d'eux. Si tu crois que quelqu'un t'a offensé, tu te sentiras offensé. Si tu crois que quelque chose est urgent, tu te désespéreras. Si tu crois que tu as besoin de gagner la discussion, tu t'épuiseras. Mais si tu décides que ta paix est une priorité, tout change. Tu commences à voir le monde avec plus de distance, sans absorber chaque stimulus et sans permettre que de petites choses contrôlent ta journée. C'est le vrai pouvoir. Prioriser ta paix signifie mettre des limites internes avant les limites externes. C'est décider que tu ne vas pas donner ton énergie à des situations inutiles. C'est comprendre que chaque discussion ne vaut pas ton calme, que chaque provocation ne mérite pas ta réponse, que chaque critique ne définit pas ta valeur et que chaque problème n'est pas aussi grand qu'il semble lorsque tu le regardes avec un esprit agité. Beaucoup de personnes perdent plus d'énergie à penser aux problèmes qu'à les résoudre et finissent par détruire leur paix pour des choses qui n'auront même pas d'importance demain. La paix est aussi un filtre. Lorsque tu la priorises vraiment, tu commences à remarquer qui ajoute et qui soustrait, qui te respecte et qui te vide, quels environnements te renforcent et lesquels te brisent. Le chaos externe existera toujours, mais la façon dont tu le laisses entrer définit la qualité de ta vie. Et beaucoup de gens laissent n'importe quoi entrer, commérages, drames, plaintes, comparaisons, conflits étrangers, pensées toxiques. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont fatigués s'ils n'ont rien fait. Ils ont absorbé des déchets émotionnels toute la journée. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie mentale. C'est comprendre que ton esprit a besoin d'espace pour penser, pour répondre, pour prendre des décisions intelligentes. Et tu ne peux pas y parvenir si tu es en train de te battre, de discuter ou de répondre à chaque stimulus du monde. Lorsque tu priorises ta paix, tu choisis tes batailles. Tu sais quand parler et quand t'éloigner. Tu sais quand il vaut la peine de t'impliquer et quand il vaut mieux observer. Tu sais quand donner de l'énergie et quand la garder. La vie change lorsque tu apprends à lâcher prise. Lâcher la nécessité de contrôler, de convaincre, de gagner, que tout soit parfait, que tout se passe comme tu l'as imaginé. Lâcher prise est une compétence émotionnelle puissante, mais elle exige du courage. Parce qu'elle implique d'accepter que certaines choses ne sont tout simplement pas sous ton contrôle. Et là, dans cette reconnaissance, naît la paix. Prioriser ta paix signifie aussi être prêt à perdre des choses que tu croyais auparavant indispensables. Perdre des discussions, perdre de l'ego, perdre le dernier mot, perdre des liens qui ne te respectent pas, perdre des habitudes qui t'épuisent. Ce n'est pas une vraie perte, c'est une purification. Tu gardes ce qui te soutient vraiment. 4. Utilise la difficulté comme entraînement.
Les difficultés fonctionnent comme des poids invisibles. Tu ne les choisis pas, tu ne veux pas toujours les soulever, mais chacune a le potentiel de renforcer tes muscles mentaux. La plupart des gens les portent avec plainte, avec frustration, avec résistance, comme si le monde leur faisait quelque chose d'injuste. Mais celui qui comprend le jeu de la vie sait que chaque obstacle est, en réalité, un entraînement déguisé. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, il s'agit de comprendre que ce qui te dérange aujourd'hui te rend plus résistant demain. La vie ne va pas adoucir le chemin parce que tu es fatigué. Elle ne va pas non plus éliminer les problèmes parce que tu préférerais quelque chose de plus facile. La vie ne négocie pas avec tes émotions. C'est pourquoi te former à voir la difficulté comme un apprentissage n'est pas une belle philosophie. C'est une obligation si tu veux vraiment grandir. Le stoïcisme l'a bien précisé. L'obstacle est le chemin, pas l'interruption du chemin. Ce qui te dérange aujourd'hui te forme. Ce qui te frustre aujourd'hui te prépare. Ce qui t'exige aujourd'hui te renforce. Chaque personne vit des expériences difficiles, mais tout le monde n'en profite pas. Certains s'y enfoncent, d'autres se façonnent avec elles. C'est la différence. Ce n'est pas la difficulté en soi, c'est ton interprétation et ta réponse. Deux personnes font face au même défi et une seule grandit, parce que tandis que l'une se demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», l'autre se demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» La première s'affaiblit, la seconde se renforce, non pas parce qu'elle est plus forte au début, mais parce qu'elle choisit une mentalité plus utile. Utiliser la difficulté comme entraînement signifie cesser de voir les problèmes comme des ennemis. Un ennemi cherche à te détruire, un entraînement cherche à te former. Lorsque tu changes cette vision, ton esprit cesse d'être une victime et devient un apprenant. Cela te donne le contrôle. Cela fait de toi quelqu'un qui ne se rend pas aux coups, mais qui les étudie, qui ne se lamente pas de ce qui s'est passé, mais qui profite de ce qui reste. C'est une mentalité puissante parce qu'elle transforme l'inévitable en outil. Dans chaque difficulté, il y a un exercice. L'impatience te forme à la patience. La critique te forme à la force émotionnelle. La perte te forme à l'acceptation. Le rejet te forme à l'indépendance. L'incertitude te forme à la clarté mentale. L'adversité ne te demande pas si tu es prêt, mais elle te transforme en quelqu'un qui le sera. Personne ne grandit dans un confort absolu. La véritable croissance se produit lorsque quelque chose t'oblige à activer des parties de toi qui étaient endormies. Beaucoup de gens pensent que la douleur est injuste, mais la douleur est une information. Elle te montre où est ta faiblesse, quelle partie de ton caractère a besoin de se renforcer, quel aspect de ta vie est déséquilibré. Si tu l'ignores, tu répètes les mêmes schémas. Si tu l'observes, tu évolues. C'est l'entraînement. Tu ne cherches pas la douleur, mais tu ne fuis pas non plus. Tu l'utilises comme guide. Tu dois aussi comprendre quelque chose de clé. Toutes les difficultés ne viennent pas pour te détruire. Certaines viennent pour t'arrêter avant que tu ne prennes un mauvais chemin. D'autres viennent pour te réveiller de la conformité. D'autres viennent pour que tu apprennes les limites. Et beaucoup viennent pour te rappeler que tu ne peux pas tout contrôler. La vie, bien qu'elle soit dure, frappe rarement sans but. Le but apparaît quand tu décides de le voir. La mentalité stoïcienne ne dit pas que tu dois apprécier les difficultés, elle dit que tu dois les transformer. Et les transformer requiert de la discipline. Elle requiert d'observer tes pensées avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. 5. Cultive le silence. Le silence fonctionne comme un miroir propre. Il ne te montre pas ce que tu veux voir, il te montre ce qui se passe réellement en toi. Quand le bruit extérieur disparaît, la vérité que tu caches sous les distractions, les conversations inutiles, les opinions des autres et les pensées que tu n'oses pas affronter apparaît. C'est pourquoi tant de gens fuient le silence, parce que le silence révèle. Mais celui qui apprend à le cultiver découvre l'outil le plus puissant de tous, un esprit capable de s'écouter sans distorsion. Nous vivons à une époque saturée. Notifications, messages, voix, stimuli, écran, informations constantes. Le monde entier se bat pour ton attention, et si tu n'es pas prudent, tu finis par te noyer dans un bruit qui te déconnecte de toi-même.
La plupart des gens pensent qu'ils sont stressés par la vie, mais en réalité, ils sont stressés par le manque d'un espace personnel où respirer. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence d'interférence. C'est un terrain mental où tu peux enfin penser sans hâte, sans pression et sans interruption. Et c'est là que commence le véritable entraînement stoïcien, car tu ne peux pas contrôler tes émotions si tu ne peux pas les écouter. Tu ne peux pas contrôler tes pensées si tu ne peux pas les reconnaître. Tu ne peux pas prendre des décisions intelligentes si tu es entouré de voix étrangères qui te disent quoi faire. Cultiver le silence, c'est récupérer ton territoire intérieur. Cela signifie te donner quelques minutes par jour où ta voix est la seule qui compte. Ce n'est pas fuir le monde, c'est te renforcer pour l'affronter avec plus de clarté. Les gens forts ne réagissent pas impulsivement parce qu'ils ont appris à écouter leur esprit avant d'agir. Ce type de calme naît du silence. Le silence t'apprend aussi quelque chose de crucial. Beaucoup de batailles que tu crois avoir à l'extérieur sont en réalité à l'intérieur de toi. Ce n'est pas le message, c'est l'interprétation. Ce n'est pas la personne, c'est la blessure. Ce n'est pas la situation, c'est la peur. Et tu ne peux pas découvrir cela si tu ne t'arrêtes jamais pour t'écouter. Sans silence, tu répètes tes erreurs parce que tu n'as pas d'espace pour les analyser. Sans silence, tu confonds le bruit avec l'urgence, l'émotion avec la vérité, l'impulsion avec l'intuition. Pratiquer le silence n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline. Tu peux commencer par quelques minutes où tu déconnectes tout, tu respires, tu observes tes pensées et tu laisses l'ordre interne se faire sans le forcer. Tu ne cherches pas l'illumination, tu cherches la clarté. Et la clarté naît lorsque tu donnes enfin un répit à ton esprit. Parfois, le silence te montrera des choses inconfortables. Il te montrera des insécurités, des douleurs en suspens, des schémas répétitifs, des décisions évitées. Mais c'est le but. Ce que tu ne vois pas, tu ne le changes pas. Le silence ne calme pas seulement, il confronte aussi. Et en te confrontant, il te rend plus fort. Il te force à te regarder sans masque, sans distraction, sans déguisements externes. Cette honnêteté interne, bien que difficile, te libère. Le stoïcisme a toujours valorisé le silence comme une pratique quotidienne, car il savait qu'un esprit sans calme est un esprit qui se trahit. Quand tu apprends à faire taire le bruit, tu commences à entendre des solutions que tu ne voyais pas auparavant. Tu commences à reconnaître ce qui est important et ce qui est des déchets émotionnels que tu portais sans nécessité. Tu commences à répondre au lieu de réagir parce que ton esprit cesse de sauter d'une pensée à l'autre et commence à s'organiser. Cultiver le silence renforce aussi ta présence. 6. Pense avec perspective. La perspective fonctionne comme une caméra qui peut zoomer ou s'éloigner du problème. Si tu restes trop près, tout semble énorme, urgent et accablant. Mais lorsque tu éloignes l'objectif, lorsque tu observes à partir d'une distance mentale plus grande, tu découvres que ce qui te consumait n'était pas aussi grand qu'il semblait. Penser avec perspective, c'est changer l'angle, pas changer la réalité. C'est apprendre à voir ce qui se passe sans l'exagérer ni te diminuer face à cela. Beaucoup de personnes sont piégées dans leur propre loupe émotionnelle. Une petite erreur devient une tragédie. Une critique légère devient une attaque personnelle. Un retard est interprété comme un échec. Un inconfort est interprété comme du chaos. Le problème n'est pas la situation, c'est le manque de distance. Quand tu es trop collé à tes émotions, ton esprit perd en clarté et commence à construire des histoires qui ne correspondent pas aux faits. Et c'est là que commence la souffrance inutile. Le stoïcisme a enseigné que la perspective est un outil de survie émotionnelle. Si tu arrives à observer ta vie d'un point de vue plus élevé, tu comprends ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Tu vois ce qui est temporaire, ce qui est une exagération mentale et ce qui est vraiment important. La perspective te permet d'éviter les décisions impulsives parce que tu vois le tableau complet, pas seulement la partie qui te dérange. Et cette capacité n'apparaît pas de nulle part, elle se forme.
Penser avec perspective, c'est se rappeler que presque tout ce qui te préoccupe aujourd'hui sera sans importance dans quelques jours, semaines ou mois. Cette pensée, bien que simple, est profondément libératrice. Elle t'aide à ne pas perdre ton calme pour des choses qui ne méritent pas de détruire ta journée. Elle t'aide à ne pas porter des émotions qui ne t'ajoutent rien. Elle t'aide à ne pas réagir à des situations qui, vues avec plus de temps, n'ont pas besoin de ta douleur. Et elle t'aide à voir que la plupart des choses qui t'affectent émotionnellement sont temporaires, pas permanentes. La perspective t'aide aussi à comprendre que tu n'es pas le centre de tout ce qui se passe. Beaucoup de gens prennent tout personnellement parce qu'ils ne savent pas comment se distancer émotionnellement des situations. Ils pensent que si quelqu'un ne répond pas rapidement, c'est du mépris. Que si quelqu'un est sérieux, c'est du désintérêt. Que si quelque chose se passe mal, c'est de leur faute. Cette mentalité n'est pas réaliste. Elle est épuisante. Quand tu penses avec perspective, tu comprends que chaque personne a sa vie, ses batailles, ses peurs, ses charges, et que tout ne tourne pas autour de toi. Cette compréhension enlève un énorme poids. La perspective est une protection mentale. Elle te permet de voir les problèmes comme une partie d'un processus, pas comme la fin de ton histoire. Elle te rappelle que chaque difficulté, aussi dure soit-elle, ne définit pas toute ta vie. Elle te donne un répit quand tout semble intense. Elle te montre que le chaos est passager et que tu as la capacité de le traverser. Du bon point de vue, même les moments difficiles deviennent des instructions plutôt que des menaces. Pratiquer la perspective commence par une habitude simple: s'arrêter avant de réagir. Quand tu sens que quelque chose te perturbe, demande-toi comment tu verrais cela demain. Demande si cela importe dans un an. Demande si cette émotion est proportionnelle aux faits. Demande quelle partie de cela est réelle et quelle partie est interprétation. Quand tu poses ces questions, ton esprit se réorganise tout seul. Tu arrêtes de gonfler les problèmes et tu commences à les voir à leur taille réelle. La perspective t'aide aussi à éviter le piège du drame. Beaucoup de personnes vivent en intensifiant tout, en racontant des histoires terribles dans leur tête et en répétant des narrations qui les enfoncent davantage. Avec la perspective, tu coupes ce cycle. 7. Organiser pour avoir de la clarté. L'ordre fonctionne comme une lampe de poche dans une pièce sombre. Chaque chose que vous mettez à sa place illumine un espace qui était auparavant rempli d'ombre. Le chaos, en revanche, agit comme un brouillard épais qui s'infiltre dans votre tête, dans votre énergie et dans votre état émotionnel. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le désordre externe et le désordre interne sont liés, et vivent en croyant que leur anxiété vient de la vie, alors qu'en réalité, elle vient du bruit qu'ils permettent dans leur environnement. Celui qui veut de la clarté mentale doit commencer par organiser ce qui l'entoure, car personne ne pense bien au milieu du désordre. Chaque objet hors de sa place se bat pour votre attention. Une pièce en désordre vous parle sans mots, elle vous répète ce que vous n'avez pas fait, elle vous rappelle les choses en suspens, elle vous vole de l'énergie visuelle et émotionnelle. Parfois, vous pensez que vous êtes irrité par des situations externes, mais votre esprit est simplement fatigué de traiter des stimuli inutiles. Le désordre n'est pas neutre, il épuise. L'ordre, en revanche, vous donne un point fixe, une sensation de contrôle et un espace où votre esprit peut respirer. Le stoïcisme a enseigné que l'ordre commence en vous, mais se reflète aussi à l'extérieur. Si vous voulez un esprit clair, vous avez besoin d'un environnement qui ne vous distrait pas ou ne vous sort pas de votre centre. Cela ne signifie pas que votre vie doit ressembler à une photo parfaite. Cela signifie que votre espace doit vous permettre de penser sans vous saturer. La clarté naît lorsque vous réduisez les interférences, lorsque vous enlevez ce qui gêne, lorsque vous choisissez l'essentiel sur l'inutile. Cet acte simple change votre esprit plus que vous ne l'imaginez. Organiser n'est pas seulement nettoyer, c'est décider ce qui mérite d'être avec vous et ce qui ne l'est pas. C'est un exercice de sélection, un filtre qui vous oblige à vous demander si ce que vous gardez, consommez ou permettez vous ajoute ou vous soustrait.
Beaucoup de gens gardent des objets, des souvenirs, des papiers, des vêtements, des opinions d'autrui et même des liens qui n'ont plus de sens. Et chacune de ces choses devient une ancre émotionnelle qui les tire vers le bas. L'ordre est aussi un acte de lâcher prise. Lâchez ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous représente plus, ce qui n'a plus de but. La clarté arrive lorsque vous éliminez ce qui vous distrait et laissez de la place pour ce qui compte vraiment. Et ce même principe s'applique à votre esprit. Des pensées désordonnées génèrent des émotions désordonnées. Des problèmes mal définis génèrent de l'anxiété. Des conversations internes sans structure génèrent de la confusion. C'est pourquoi l'ordre exige deux mouvements simultanés. Ordonné à l'extérieur et ordonné à l'intérieur. L'un renforce l'autre. Une pièce organisée réduit votre bruit mental. Un esprit organisé maintient votre espace en équilibre. C'est un cycle qui renforce votre calme. Organisé vous enseigne aussi la discipline. Ce n'est pas seulement une action physique, c'est une décision constante. Chaque jour, vous choisissez entre accumuler le chaos ou créer de la clarté. Et ce choix détermine votre stabilité émotionnelle. Beaucoup de gens veulent une vie tranquille, mais tolèrent des environnements qui génèrent de la tension. Ils veulent un esprit calme, mais vivent entourés de choses qui leur rappellent des problèmes. L'ordre n'est pas la perfection, c'est l'intention. C'est choisir consciemment ce que vous voulez voir, ressentir et permettre dans votre environnement. La clarté externe vous aide également à prendre de meilleures décisions. Lorsque votre espace est propre et structuré, votre esprit traite mieux. Vous voyez des solutions que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Vous organisez vos idées plus facilement. Vous avez plus d'énergie. Vous êtes moins irritable. Vous ne perdez pas de temps à chercher des choses. Vous ne laissez pas de choses en suspens s'accumuler. 8. La paix est la première chose. La paix fonctionne comme un gardien silencieux à la porte de ta vie. Elle décide ce qui entre, ce qui sort et ce qui reste avec toi. Si tu ne la mets pas en premier, n'importe quoi arrive, n'importe quelle émotion reste, n'importe qui te perturbe et n'importe quelle situation te sort de ton centre. Mais quand la paix est en tête, rien n'entre sans ton permission. C'est la différence entre une vie dominée par le chaos et une vie dirigée par la clarté, qui a le contrôle de la porte. L'erreur la plus courante est de croire que la paix arrive quand tout va bien, quand le travail coule, quand les relations fonctionnent, quand il n'y a pas de problème. Cette mentalité te condamne, parce que la vie ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours du bruit, des inconforts, et des gens qui ne comprennent pas ton processus. Attendre que tout soit aligné pour avoir la paix est comme attendre que le vent disparaisse pour allumer une bougie. Ça ne marche pas. La paix n'arrive pas, elle se choisit. Mettre la paix en premier signifie que ton bien-être émotionnel passe avant l'orgueil, avant l'ego, avant le besoin de prouver, avant la hâte, avant l'impulsion de répondre, avant de plaire aux autres. Cette décision te transforme parce qu'elle t'oblige à séparer l'important de l'inutile. Elle t'oblige à te demander si ça vaut la peine de perdre ton calme pour quelque chose de si petit, de si temporaire ou de si insignifiant. Et presque toujours la réponse est non. Le stoïcisme a enseigné que la vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de ne pas être dominé par tes émotions. Quand la paix est ta priorité, tu n'entres pas dans des discussions inutiles, tu ne réagis pas à des provocations stupides, tu ne portes pas des culpabilités qui ne te concernent pas et tu ne permets pas que l'environnement décide de ton état mental. Les gens pensent que c'est de l'indifférence, mais ce n'est pas le cas. C'est une stratégie. C'est de l'intelligence émotionnelle et c'est de la force intérieure. La paix est aussi une forme de respect de soi. Si quelqu'un te parle mal, ta paix décide si tu réponds ou non. Si une situation se complique, ta paix décide si tu t'impliques ou si tu t'éloignes. Si un problème apparaît, ta paix décide si tu l'affrontes avec calme ou avec chaos.
C'est un guide interne qui te rappelle constamment que ton esprit est un territoire sacré et que tout ne mérite pas d'entrer. Mettre la paix en premier t'oblige à arrêter d'insister sur des batailles inutiles. Beaucoup de gens détruisent leur bien-être en voulant toujours avoir raison, en défendant des points qui n'ont pas d'importance, en imposant leur vision, en soutenant des discussions qui ne font qu'alimenter leur stress. Mais la paix t'enseigne quelque chose que l'ego ne comprendra jamais. Gagner ne signifie pas toujours vaincre l'autre. Parfois, cela signifie se retirer à temps. Non pas par lâcheté, mais par intelligence. Non pas par abandon, mais par préservation de ton énergie. La paix te donne aussi quelque chose qu'aucun accomplissement externe ne peut te donner, la stabilité. Quand ta paix est protégée, tes décisions sont plus claires, tes émotions plus stables, tes pensées plus ordonnées. Tu ne te lèves pas chaque jour en espérant que le monde soit gentil avec toi, parce que tu as déjà en toi ce dont tu as besoin pour te soutenir. Cette indépendance émotionnelle te rend pratiquement imperturbable. Être une personne qui met la paix en premier ne signifie pas être passif. Cela signifie être sélectif. Cela signifie que tu agis quand c'est approprié, pas quand l'impulsion te pousse. Cela signifie que tu parles quand c'est nécessaire, pas quand l'orgueil te crie. Cela signifie que tu marches avec conviction, pas avec désespoir. La paix te permet de répondre avec un esprit entraîné, pas avec une émotion débordante. Ta vie change complètement quand tu décides que rien ne vaut plus que ta tranquillité. Elle change ce que tu permets, ce que tu tolères, la façon dont tu affrontes les crises et la façon dont tu te parles. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, parfois, la voix humaine fonctionne comme un fil invisible. Elle ne coupe pas par le volume, elle coupe par la direction. Il y a des gens qui crient pour se sentir grands, mais ils ne font qu'exposer leur petitesse intérieure. Et il y en a d'autres qui, avec des mots mesurés et un calme dérangeant, obtiennent quelque chose que le bruit n'obtient jamais. Le respect. Le genre de respect qui fait que les autres se redressent, baissent le ton et réfléchissent avant de vous parler. Ce respect naît de la maîtrise de soi, non de l'impulsion. La plupart des gens pensent qu'il faut parler fort pour s'imposer. Mais la réalité est beaucoup plus crue et plus intéressante. Le véritable respect apparaît lorsque vous contrôlez votre voix, comme si vous teniez une arme chargée, sans trembler, sans précipitation, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que lorsqu'une personne parle fermement, sans perdre son calme, sans réagir comme on s'y attend, elle oblige l'autre à reconsidérer son attitude. Et c'est là que commence votre pouvoir. Cette vidéo ne vous apprendra pas à humilier qui que ce soit, ni à gagner des disputes. Elle vous apprendra quelque chose de plus précieux. Comment parler pour être pris au sérieux sans élever la voix. Comment utiliser des phrases qui fixent des limites avec élégance. Comment répondre sans tomber dans les provocations et comment transmettre l'autorité sans agressivité. Ce que vous allez apprendre ici est basé sur les principes du stoïcisme, sur la force de la sérénité et sur la précision verbale qu'Épictète, Marc Aurèle et Sénèque considéraient comme les signes d'un esprit véritablement fort. Tout au long de ce parcours, vous comprendrez que le ton serein n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Que le silence n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Et que le calme, lorsqu'il est maintenu même dans les moments tendus, vaut plus que n'importe quel cri. Si vous écoutez chaque partie de ce scénario, je vous promets une chose. Votre façon de parler changera la façon dont le monde vous traite. Parce que lorsque vous maîtrisez votre voix, vous maîtrisez votre présence. Et lorsque vous maîtrisez votre présence, le respect cesse d'être une demande et devient une conséquence. Parle avec fermeté et calme. La voix ressemble beaucoup au pouls d'un guerrier. Elle ne se mesure pas par la force de ses battements, mais par sa constance lorsqu'autour de toi tout tremble. Car celui qui maintient son pouls stable au milieu du chaos devient automatiquement la personne que tout le monde écoute.
même ceux qui le sous-estimaient auparavant. C'est la force d'une voix sereine et ferme. Une voix qui ne rivalise pas en volume, mais en contrôle. Une voix qui ne cherche pas à s'imposer en criant parce qu'elle sait que la véritable autorité n'a pas besoin de bruit. Parler avec fermeté et calme ne signifie pas sonner doux ou tiède. Cela signifie sonner clair. Cela signifie que chaque mot sort avec la précision de quelqu'un qui n'a pas besoin de se justifier. La fermeté se ressent lorsque tu parles sans hésiter, lorsque ton ton ne monte ni ne descend au rythme de l'émotion de l'autre, lorsque tu maintiens une stabilité verbale qui fait que l'autre personne réalise qu'elle ne va pas te déplacer de ton centre. Cela dérange, cela met mal à l'aise, cela impose, parce que rien ne désarme plus que de voir qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser. Le respect que tu cherches n'apparaît pas lorsque tu essaies de montrer ta force, il apparaît lorsque ton ton reflète que tu l'as déjà. C'est pourquoi le calme est une arme. Et je ne parle pas du calme passif, mais du calme conscient, celui qui te permet de regarder une situation tendue sans réagir comme ils s'y attendent. Celui qui crie montre qu'il a perdu le contrôle. Celui qui garde la voix ferme montre qu'il a déjà gagné, parce qu'il contrôle quelque chose que la plupart ne contrôlent pas, leur impulsion. Une voix ferme communique 3 choses qui obligent les autres à te traiter avec respect. Premièrement, elle transmet une clarté mentale. Deuxièmement, elle démontre l'autocontrôle. Troisièmement, elle marque le territoire sans agression. Et les gens respectent toujours celui qui contrôle son territoire interne. C'est exactement ce qu'Épictète enseignait quand il disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font. Mais comment nous choisissons de répondre? Le ton ferme est ce choix conscient qui te sépare de la réaction impulsive et te place sur le terrain de la maîtrise de soi. Parler calmement ne te rend pas faible, cela te rend imprévisible. Les gens s'attendent à du bruit, ils s'attendent à ce que tu élèves la voix, ils s'attendent à ce que tu te défendes à partir de l'émotion. Quand tu ne le fais pas, tu déconcertes. Et quand tu déconcertes, tu prends l'avantage. Par exemple, si quelqu'un te parle de manière agressive, répondre par un « parlons calmement, nous nous comprendrons mieux » peut désamorcer la tension immédiatement ou peut révéler qui a vraiment perdu son sang-froid. Dans les 2 cas, tu gagnes du respect parce que tu démontres que personne ne décide de ton ton sauf toi. Dans les situations quotidiennes, c'est un outil inestimable. Dans une réunion, ta voix calme devient autorité. Dans une discussion familiale, elle devient limite. Dans une conversation difficile, elle devient un signe de maturité. Et quand quelqu'un essaie de te provoquer et que tu maintiens la même sérénité, cela devient un rappel silencieux que ton esprit n'est pas disponible pour le chaos des autres. Le calme ferme n'est pas seulement une façon de parler, c'est une façon de te positionner dans le monde. C'est dire à l'autre sans avoir besoin d'explication. Je décide comment je parle, je décide comment je réponds, et ton attitude ne va pas dicter mon comportement. Quand tu parles ainsi, tu changes complètement la dynamique. Ta présence grandit, tes mots pèsent plus, ton silence acquiert même une plus grande autorité. Parce que la fermeté dans la voix n'est pas un style, c'est une déclaration. C'est montrer que tu as le contrôle de toi-même, et celui qui contrôle sa voix contrôle le respect qu'il reçoit. 2. Définissez clairement vos limites. Les limites fonctionnent comme les murs d'une maison. Si elles sont bien construites, elles protègent tout ce qui se trouve à l'intérieur. Si elles sont mal posées, n'importe qui peut entrer, déplacer des choses, toucher ce qu'il ne doit pas et traiter votre espace comme s'il était le sien. La façon dont vous parlez définit ces murs. Et quand vous parlez sans clarté, les gens ont tendance à vous envahir. En revanche, lorsque votre voix établit des limites fermes et sans peur, ils commencent immédiatement à traiter votre espace, votre temps et votre dignité avec respect. Définir des limites n'a rien à voir avec le fait de paraître dur ou autoritaire. Il s'agit de paraître défini. Une personne définie ne supplie pas, ne se justifie pas trop, ne se brise pas sous la pression sociale. Une personne définie parle comme quelqu'un qui sait ce qu'elle permet et ce qu'elle ne permet pas.
Et cela se voit en quelques secondes. La clarté de la voix indique à l'autre où s'arrête sa liberté et où commence la vôtre. Lorsque vous fixez une limite, vous le faites pour protéger votre paix, pas pour générer des conflits. Beaucoup de gens ne savent pas fixer des limites parce qu'ils craignent de paraître rudes ou de mal paraître. Et cette peur est précisément ce qui fait que les autres en profitent. La clarté n'est pas de l'agression. La clarté est le respect de soi. Et le respect de soi déclenche toujours le respect extérieur. La limite est fixée lorsque vous dites calmement des phrases comme « Je ne continuerai pas cette conversation si tu me parles ainsi »,« Je ne suis pas disponible pour cela maintenant »,« Je n'accepte pas d'être traité de cette manière »,« Ce ton n'est pas approprié, parlons mieux », il n'y a pas de cris, pas de menaces, pas d'insultes. Juste une affirmation directe qui oblige l'autre à ajuster son comportement ou à être exposé. La clarté de la limite est inconfortable pour ceux qui ont l'habitude de franchir des lignes sans conséquence. C'est pourquoi beaucoup de gens réagissent mal lorsque vous commencez à parler ainsi. Non pas parce que vous êtes injuste, mais parce que vous avez cessé d'être accessible à leur manque de responsabilité émotionnelle. Les limites révèlent des vérités. Elles révèlent qui vous respecte et qui vous utilise seulement. Elles révèlent qui est prêt à dialoguer de manière adulte et qui se perd dans des jeux infantiles de manipulation. Du point de vue du stoïcisme, les limites sont considérées comme une extension naturelle de l'autocontrôle. Comme le disait Marc Aurèle, l'esprit se renforce lorsqu'il décide ce qu'il accepte et ce qu'il rejette. Et fixer une limite verbale, c'est exactement cela, une déclaration de ce que votre esprit n'est plus prêt à tolérer. Lorsque vous parlez en précisant clairement ce que vous permettez, vous devenez quelqu'un de difficile à manipuler. Dans les situations quotidiennes, cela fait une énorme différence. Si un collègue de travail vous délègue des responsabilités qui ne vous incombent pas, répondre d'un ton calme et ferme, cela ne fait pas partie de mes fonctions, donc je ne peux pas m'en occuper. Évite les surcharges et vous positionne comme quelqu'un qui ne cède pas sous la pression. Si un membre de votre famille tente de s'imposer avec des exigences injustes, dire « Je peux t'écouter mais je n'accepterai pas que tu me parles de cette façon », change la dynamique et établit une nouvelle réalité. Les limites protègent également votre énergie. Elles vous évitent de vous épuiser dans des conversations inutiles, vous aident à éviter les environnements toxiques et rappellent au monde que votre paix a un prix que vous seul décidez. Et plus vos limites sont claires, plus il sera facile pour les gens de vous traiter avec respect, car ils sauront que vous n'êtes pas prêt à tolérer ce que vous laissiez passer auparavant par peur de déranger. Lorsque vous fixez des limites avec une voix calme, directe et sûre, vous créez une barrière invisible que les gens ressentent. 3. Contrôle ta réponse. Répondre en plein conflit ressemble à tenir une torche dans une pièce remplie d'essence. N'importe quel mouvement impulsif peut tout enflammer, mais un mouvement calculé éclaire le chemin sans rien détruire. La différence entre se respecter ou perdre de l'autorité est exactement là, dans ce millième de seconde où tu décides de réagir à partir de l'instinct ou de répondre à partir du calme. Celui qui contrôle sa réponse contrôle le cours de la conversation. Et celui qui contrôle le cours de la conversation contrôle le respect qu'il reçoit. L'erreur la plus courante est de croire que la réponse immédiate démontre la sécurité. C'est faux. Ce qui démontre la sécurité, c'est de choisir quand et comment répondre. Les personnes impulsives réagissent sans réfléchir, se débordent, se laissent emporter par l'émotion de l'autre. Les personnes fortes écoutent, analysent, ralentissent le rythme interne et répondent à partir d'un point où elles ne sont plus prisonnières du moment. Cette pause consciente vaut plus que n'importe quel cri. Marc Aurèle parlait constamment de quelque chose de fondamental. L'émotion que tu reçois n'a pas à être l'émotion que tu rends. Et ce principe reste l'une des outils les plus puissants pour gagner du respect. Peu importe si on te provoque, te presse ou te manipule. Si tu ne permets pas que l'émotion de l'autre détermine ton ton, tu as déjà gagné la moitié de la bataille. L'autre moitié, tu la gagnes quand tu réponds à partir de ton critère, pas de ton ego.
Contrôler ta réponse a un impact immédiat sur n'importe quelle interaction quotidienne. Si quelqu'un te parle avec sarcasme, répondre avec clarté au lieu de jouer le jeu montre qui a le contrôle mental. Si quelqu'un essaie de te faire sentir coupable, répondre avec des phrases comme « Je comprends ton point de vue, mais je vais maintenir ma décision » montre que ta stabilité émotionnelle n'est pas à vendre. Et si quelqu'un veut t'entraîner dans une discussion inutile, répondre « Je ne vais pas continuer si l'objectif est de se battre », coupe l'essai avant qu'il ne commence. Les gens sous-estiment le pouvoir de la composture parce qu'ils sont pris dans un monde où réagir rapidement semble être une obligation. Mais le vrai respect ne vient pas de l'impulsion, il vient de l'intention. Quand tu prends ces 2 secondes pour inspirer, réfléchir et aligner ta réponse, l'autre personne le ressent. Elle sent qu'elle n'a pas accès à ton centre émotionnel. Elle sent qu'elle ne peut pas te manipuler. Elle sent qu'elle ne peut pas t'entraîner au niveau qu'elle veut. Et cette sensation les fait changer de ton, mesurer leurs mots et reconsidérer leur position. Dans les conversations tendues, contrôler ta réponse est la différence entre escalader ou désactiver. Entre rester coincé dans une discussion sans fin ou clarifier dès le début que tu n'es pas disponible pour des dynamiques dégradantes. Souvent, il suffit de répondre avec des phrases fermes, courtes et sereines pour que l'autre personne comprenne que tu ne vas pas jouer à ce jeu. Il est également important de comprendre que le contrôle de ta réponse n'est pas une censure émotionnelle, c'est un ordre émotionnel. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de diriger. L'émotion peut apparaître, mais celui qui répond est ton critère, pas ton impulsion. Et plus tu pratiques ce contrôle interne, plus tu remarqueras comment la façon dont on te traite change. Les gens commencent à t'écouter avec plus d'attention, à se mesurer davantage, à te prendre plus au sérieux. Ta présence devient plus lourde, plus stable, plus respectée. Contrôler ta réponse n'est pas seulement une compétence, c'est une déclaration de pouvoir personnel. C'est dire au monde que ton esprit n'est pas un champ de bataille, mais un espace ordonné. 4. Exprimez votre désaccord avec respect. Dire que vous n'êtes pas d'accord est comme tenir une porte en verre face à une tempête. Si vous la fermez brusquement, elle se brise et tout se termine dans le chaos. Si vous la maintenez fermement, avec précision et sans peur, la tempête reste à l'extérieur et vous conservez votre ordre intérieur. C'est l'essence d'exprimer un désaccord sans perdre le respect ni perdre son calme. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit, mais de le gérer avec une élégance qui désoriente celui qui s'attendait à une réaction impulsive. La plupart des gens paniquent lorsqu'ils doivent dire « je ne suis pas d'accord », parce qu'ils confondent la différence avec la confrontation. Et cette confusion est la raison pour laquelle tant de gens finissent par céder quand ils ne le veulent pas, acceptant des idées qu'ils ne partagent pas ou se taisant pour ne pas déranger. Mais lorsque vous apprenez à exprimer votre désaccord avec une voix ferme et sereine, le respect apparaît automatiquement. Non pas parce que vous criez votre position, mais parce que vous la maintenez avec une assurance qui n'a pas besoin de violence. Exprimer un désaccord avec respect commence par la clarté intérieure. Avant d'ouvrir la bouche, vous devez savoir exactement ce que vous pensez et pourquoi vous le pensez. Les gens qui doutent d'eux-mêmes tremblent en parlant. Les gens qui se connaissent eux-mêmes maintiennent leur position. Lorsque vous dites des phrases comme « je vois les choses différemment pour cette raison »,« je ne partage pas ce point de vue, mais j'écoute ce que vous dites » ou « je respecte votre opinion même si je ne suis pas d'accord », vous projetez une maturité qui exige une considération immédiate. Épictète disait que personne ne peut vous forcer à accepter un jugement qui ne résonne pas avec vous. C'est la racine du désaccord respectueux. Vous ne rejetez pas la personne, vous rejetez l'idée. Vous n'attaquez pas, vous délimitez. Et cette différence est ce qui rend votre position puissante. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais ils ne peuvent pas ignorer que vous êtes ferme. De plus, le respect se multiplie lorsque vos paroles ne cherchent pas à humilier. Beaucoup de gens confondent le désaccord avec la démonstration de supériorité, et cela ne génère que du rejet.
Mais lorsque vous exprimez votre désaccord sans intention de blesser, sans sarcasme et sans entrer dans des jeux égocentriques, la conversation change de niveau. L'autre personne comprend que vous ne faites pas de compétition. Vous communiquez à partir d'un lieu de stabilité émotionnelle. Et la stabilité émotionnelle inspire toujours le respect. Dans la vie quotidienne, c'est essentiel. Lors d'une réunion de travail, si tout le monde est d'accord avec une idée que vous savez ne pas fonctionner, dire calmement « j'ai une position différente et je pense qu'il est important de la considérer », vous positionne comme quelqu'un de courageux et de raisonnable. Dans une relation personnelle, dire « je ne partage pas ce que tu dis, mais je veux comprendre ton point de vue » évite les disputes inutiles et maintient la relation sur un terrain adulte. Dans des discussions tendues, dire « je n'accepte pas cette approche, parlons clairement » arrête l'escalade émotionnelle. Le désaccord respectueux révèle également qui veut dialoguer et qui veut imposer. Lorsque vous parlez calmement et que l'autre personne s'agite, il est évident qui cause réellement le conflit. Vous maintenez votre centre, vous maintenez votre ton, vous maintenez votre respect. Et lorsque votre ton ne change pas, l'autre est obligé d'ajuster le sien ou il est ridiculement déplacé. Exprimer un désaccord avec respect ne signifie pas être neutre. Cela signifie être percutant sans être agressif. Cela signifie que votre voix ne cherche pas à blesser, elle cherche à se positionner. 5. Arrêtez les conversations toxiques. Les conversations toxiques sont comme un puits sans fond. Vous pouvez descendre 10 marches en pensant que vous êtes toujours en contrôle, mais quand vous essayez de remonter, vous découvrez que la corde n'est plus là, la lumière a disparu et l'atmosphère commence à vous étouffer. C'est pourquoi arrêter une conversation toxique à temps n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie émotionnelle. C'est comprendre que toutes les discussions ne méritent pas votre énergie et que tout dialogue n'est pas vraiment un dialogue. Certains ne sont que des pièges conçus pour vous épuiser. La plupart des gens tombent dans des conversations toxiques parce qu'ils pensent qu'ils peuvent réparer l'autre avec des arguments, de la logique ou de la patience. Mais on ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui ne veut pas raisonner. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui cherche seulement à avoir le dernier mot. Et on ne peut pas rester calme si la conversation est construite pour vous provoquer. C'est là que l'apprentissage de l'arrêt devient une compétence essentielle pour gagner du respect. Parce que quand vous dites « jusqu'ici », vous dites beaucoup plus que ça. Vous dites « mon esprit n'est pas votre poubelle émotionnelle ». Arrêter une conversation toxique ne nécessite pas d'élever la voix, seulement du courage verbal. Des phrases comme « je ne continuerai pas si nous continuons sur ce ton ». Parlons quand nous pourrons tous les deux penser clairement, ou « cette conversation n'est pas productive, nous la laissons ici », sont puissantes parce qu'elles coupent l'énergie destructive immédiatement. Elles indiquent à l'autre que vous n'êtes pas disponible pour un échange sans sens, que votre temps a de la valeur et que vous ne resterez pas dans un environnement où votre dignité est compromise. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, Sénèque l'expliquait clairement. L'esprit doit se protéger des stimuli qui le dégradent. Et cela inclut les conversations qui alimentent le ressentiment, la manipulation, la culpabilité ou le chaos. Les stoïciens choisissaient soigneusement qui ils écoutaient, ce qu'ils répondaient et dans quelles conversations ils investissaient leur énergie. Ils n'évitaient pas le conflit, ils évitaient la perte de contrôle. Et arrêter une conversation toxique, c'est justement cela. Protégez votre centre avant que l'autre ne l'envahisse. Dans la vie quotidienne, cette compétence est indispensable. Dans les discussions familiales où quelqu'un insiste pour vous blâmer pour des choses que vous n'avez pas faites, arrêter la conversation empêche de tomber dans des dynamiques absurdes que vous connaissez par cœur. Au travail, lorsqu'un collègue veut vous entraîner dans des plaintes interminables ou des ragots qui n'apportent rien, dire « je ne veux pas entrer dans cette conversation » ne vous protège pas seulement, mais marque une distance et génère un respect immédiat. Dans une relation sentimentale, savoir couper un échange où l'autre cherche à blesser plutôt qu'à dialoguer est un moyen de vous rappeler que votre amour-propre est au-dessus de tout lien. Beaucoup pensent que stopper une conversation, c'est la perdre, mais c'est exactement le contraire.
Vous la gagnez parce que vous ne tombez pas dans les provocations, vous ne donnez pas votre énergie et vous ne permettez pas à l'autre personne de décider de votre état émotionnel. Le calme ferme révèle qui est en contrôle. Et celui qui est en contrôle gagne le respect même de ceux qui tentent de le déstabiliser. Arrêter une conversation toxique vous donne aussi de l'espace. De l'espace pour penser, pour traiter, pour décider ce qui en vaut la peine et ce qui ne l'en vaut pas. De l'espace pour ne pas réagir sous pression. De l'espace pour revenir à vous-même avant de répondre. Et cet espace est un énorme avantage que la plupart des gens ne savent pas utiliser. Les gens qui se laissent entraîner perdent en clarté. Les gens qui savent arrêter ne perdent rien et gagnent tout. 6. Parle à partir de ta valeur personnelle. Ressentir ta propre valeur, c'est comme marcher avec une armure invisible. Elle ne pèse pas, elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle change complètement ta façon de te mouvoir dans le monde et la façon dont le monde te répond. Quand tu parles à partir de ta valeur personnelle, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit, et tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Les gens perçoivent que tu es debout sur une base solide, une base qui ne vacille pas, même si d'autres essaient de te pousser. C'est la force silencieuse qui génère du respect immédiat. Parler à partir de ta valeur signifie que chaque mot qui sort de ta bouche vient d'un lieu intérieur qui n'est pas contaminé par le besoin de plaire ou par la peur de mal paraître. Beaucoup de gens perdent le respect des autres parce qu'ils parlent à partir de l'insécurité, du doute, du désir désespéré d'être accepté. Et quand tu parles à partir de cet espace fragile, chaque phrase sonne comme une demande déguisée. En revanche, quand tu parles à partir de ta valeur personnelle, ta voix cesse de demander la permission et commence à construire une présence. Cela se ressent dans des choses simples, dans la façon dont tu dis non, dans la façon dont tu expliques une idée, dans la façon dont tu demandes quelque chose, même dans la façon dont tu t'adresses à quelqu'un qui t'intimide. L'autorité ne vient pas du ton dur, elle vient de la conviction interne. Une personne qui sait ce qu'elle vaut ne se rabaisse pas, ne se justifie pas excessivement, ne tremble pas en défendant sa position et ne minimise pas ses mots pour éviter d'incommoder. La véritable sécurité ne crie pas, elle respire. Épictète insistait sur quelque chose d'essentiel. Personne ne peut te retirer ta valeur si tu ne la donnes pas d'abord. C'est le cœur de ce point. Parler à partir de ta valeur personnelle est un acte quotidien de ne pas donner ta dignité pour obtenir l'approbation. Ne pas te plier sous la pression. Ne pas reculer face à l'intimidation émotionnelle. Ne pas baisser la tête devant ceux qui veulent te faire sentir inférieur. Et le plus important, ne pas négocier ton identité pour l'acceptation sociale. Quand tu parles à partir de ta valeur, tu peux dire des phrases comme « Je ne suis pas prêt à accepter cela ». Je comprends ton point de vue, mais ma décision reste la même. Ou je respecte ta position, je maintiens la mienne, sans que ta voix tremble. Il n'y a pas d'agression, pas d'arrogance, pas besoin de t'imposer. Ce qui existe, c'est la clarté, l'autocontrôle et un respect de soi si évident qu'il oblige les autres à te traiter de la même manière. Dans les situations quotidiennes, cela fait une énorme différence. Au travail, parler à partir de la valeur personnelle évite que les autres te sous-estiment ou te surpassent. Dans la famille, cela évite que tu retombes dans des rôles anciens où tu étais minimisé. Dans les relations sentimentales, cela établit une base émotionnelle où tu ne mendies pas l'amour ni la validation. Dans les discussions tendues, cela te permet de répondre fermement sans tomber dans l'émotivité destructrice de l'autre. Beaucoup perdent le respect parce qu'ils parlent à partir de la blessure, pas de la valeur. Ils parlent à partir de la peur, de la culpabilité, du besoin d'être accepté. Mais le véritable respect apparaît lorsque l'autre personne sent que tu ne négocies pas ton essence. Quand elle perçoit que ta dignité n'est pas en solde. Quand elle comprend que tes mots ne se brisent pas sous la pression ni par manipulation. Parler à partir de ta valeur personnelle implique aussi de parler sans t'excuser d'exister.
Cela implique de soutenir ta voix même si tu es minoritaire dans la salle. Cela implique de garder ton calme même si on essaye de te provoquer. Cela implique que tu n'as pas besoin de reconnaissance pour maintenir ta position. Celui qui parle à partir de la valeur transmet quelque chose qui ne peut pas être feint, la solidité interne. 7. Utilise le silence à ton avantage. Le silence fonctionne comme une ombre bien entraînée. Il ne parle pas, ne réclame pas, ne pousse pas, mais accompagne chacun de tes mouvements en laissant clair que quelque chose en toi observe avec plus de force que n'importe quel mot pourrait exprimer. Quand tu sais utiliser le silence, les gens ressentent ta présence même quand tu ne dis rien. Le silence est une arme propre, précise et difficile à affronter, parce qu'on ne peut pas débattre avec quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner dans le bruit. La plupart sous-estiment le silence parce qu'ils confondent se taire avec perdre. Mais le silence stratégique n'est pas absence, c'est maîtrise. C'est choisir de ne pas répondre quand la conversation est conçue pour t'épuiser. C'est faire une pause avant de répondre pour obliger l'autre à reconsidérer ce qu'il vient de dire. C'est laisser le poids de tes mots tomber lentement au lieu de les diluer en essayant de gagner une discussion sans sens. Dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui sait se taire devient gênant, imprévisible et profondément respecté. Le silence est si puissant parce qu'il révèle quelque chose que le bruit ne peut jamais cacher, le contrôle interne. Quand tu restes silencieux face à la provocation, tu n'es pas en train de céder, tu observes. Quand tu te tais avant de répondre, tu ne doutes pas, tu choisis. Quand tu décides de ne pas entrer dans une conversation qui ne vaut rien, tu ne fuis pas, tu protèges ton énergie. Ce type de silence est un message clair. Je ne suis pas disponible pour perdre mon temps. Les stoïciens étaient maîtres de ce principe. Marc Aurèle répétait que toutes les situations ne méritent pas une réaction et que répondre moins est souvent mieux répondre. Le calme silencieux permet de voir l'intention de l'autre, de lire l'émotion derrière ses mots et de décider avec précision ce qui vaut la peine d'être répondu et ce qui est écarté sans effort. Le silence devient ainsi ton filtre mental, ta défense et ta déclaration de force. Dans la vie quotidienne, le silence est l'un des outils les plus utiles pour gagner du respect. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, une longue pause les oblige à faire face à l'inconfort qu'ils ont eux-mêmes généré. Quand tu es dans une discussion où tout le monde parle par impulsion, garder le silence un moment fait que tout le monde veut entendre ce que tu vas dire. Quand quelqu'un veut te manipuler émotionnellement, le silence coupe le flux de pression et brise le contrôle qu'il cherchait à avoir sur toi. C'est aussi une façon de poser des limites sans prononcer un seul mot. Si quelqu'un te parle sur un ton inacceptable, ton silence accompagné d'un regard ferme communique plus que n'importe quel sermon. Si quelqu'un essaie de te forcer à prendre une décision immédiate, ton silence montre qu'ils ne pourront pas te précipiter. Si quelqu'un insiste pour t'entraîner dans son drame, ton silence laisse clair que tu ne vas pas participer. Le silence a un autre pouvoir fondamental. Il donne plus de valeur à tes mots. Quand tu ne parles pas trop, quand tu n'expliques pas trop, quand tu ne justifies pas trop, chaque phrase que tu dis a du poids. Les gens écoutent avec plus d'attention, se mesurent plus, calculent plus avant de te répondre. Ta présence grandit parce que ta voix n'est pas contaminée par le bruit inutile. Mais le véritable respect naît lorsque le silence que tu utilises ne vient pas de la peur, mais de la clarté. Un silence craintif se sent insécurisé. Un silence ferme se sent inébranlable. 8. Maintiens une présence sereine. Maintenir une présence sereine est comme tenir une torche au milieu d'une salle sombre. Tu n'as pas besoin de la bouger pour qu'elle éclaire. Tu n'as pas besoin de l'agiter pour qu'on te voie. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour que sa lumière soit impossible à ignorer. La sérénité fonctionne ainsi. Elle ne pousse pas, elle n'exige pas, elle ne menace pas, mais elle change l'atmosphère de n'importe quel endroit où tu arrives. Les gens la ressentent sans que tu ouvres la bouche. Et quand tu parles depuis cette présence, même tes mots les plus simples portent un poids que les autres ne peuvent pas ignorer. La sérénité ne signifie pas faiblesse.
Elle signifie solidité intérieure. Elle signifie que tu ne réagis pas au rythme émotionnel de l'autre. Elle signifie que tu n'as pas besoin d'élever ta voix pour avoir de l'autorité. La présence sereine s'impose sans violence, fixe des limites sans crier et fait en sorte que l'autre ajuste son attitude sans que tu le lui demandes explicitement. La sérénité, quand elle est réelle, oblige le monde à se mouvoir avec plus de précaution autour de toi. Beaucoup de personnes confondent présence avec volume, avec un charisme exagéré ou avec une intensité émotionnelle. Mais la vraie présence naît de la maîtrise de soi. Elle naît de la façon dont tu t'assieds, de la façon dont tu regardes, de la façon dont tu écoutes, de la façon dont tu respires, de la façon dont tu décides ce qui vaut la peine d'être dit et ce qui mérite le silence. La présence sereine est le type de force qui n'a pas besoin d'explication. Les gens la respectent parce qu'ils la reconnaissent immédiatement, même sans comprendre pourquoi. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Sénèque disait qu'un esprit tranquille est plus difficile à briser que l'épée la plus forte. Et c'est vrai, la sérénité déconcerte ceux qui sont habitués à contrôler les autres par des cris ou des manipulations. Lorsque tu restes serein, tu leur enlèves leur principal outil, la capacité de dicter tes réactions. Et quand quelqu'un ne peut pas contrôler tes émotions, il perd du pouvoir sur toi. Maintenir une présence sereine améliore aussi tes paroles. Elles sonnent plus claires, plus fermes, plus sûres. Quand tu parles depuis la sérénité, tu n'improvises pas par peur, tu ne réponds pas par colère, tu ne te perds pas dans des explications interminables. Tu dis ce que tu as à dire et tu le soutiens sans trembler. C'est ce qui fait que les autres te prennent au sérieux. Dans les conversations tendues, ta présence sereine donne le rythme. Si l'autre monte le ton, tu ne le suis pas. S'il essaie de te provoquer, tu ne le nourris pas. S'il veut t'entraîner dans le conflit, ton calme coupe la dynamique. Une simple phrase dite avec sérénité peut désamorcer une situation compliquée. Quelque chose comme « je ne vais pas entrer dans ce ton » ou « nous pouvons parler mais sans agression » depuis une présence forte est suffisant pour repositionner toute l'interaction. Dans les environnements de travail, la sérénité fait de toi la personne vers qui on se tourne quand tout se complique. Non pas parce que tu es le plus bruyant, mais parce que tu transmets de la stabilité. Les gens respectent celui qui garde son sang-froid sous la pression. La sérénité est une preuve de maîtrise de soi, d'intelligence émotionnelle et de clarté mentale. Et ces qualités combinées génèrent de l'autorité même si tu n'as pas le poste le plus élevé. Dans les relations personnelles, la présence sereine évite que tu tombes dans des jeux émotionnels. Elle évite que tu sois manipulé par des impulsions. Elle évite que tu sois entraîné dans des drames inutiles. Et elle évite que des émotions que tu n'as pas choisies se déclenchent en toi. Lorsque tu es serein, tu envoies un message silencieux mais puissant. Tu ne peux pas contrôler ma paix. Maintenir une présence sereine crée un impact. Les gens t'écoutent différemment. Ils t'observent différemment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, il est curieux de voir comment certains liens ressemblent à une ombre collée à la peau. Peu importe combien tu avances, combien tu changes ou combien tu essaies de regarder vers l'avant, cette ombre insiste pour marcher avec toi, te rappelant ce qui a été, ce qui n'est plus et ce qui te fait encore mal à admettre. Et même si tout le monde te dit que surmonter est une question de temps, tu sais que ce n'est pas si simple, parce qu'il ne s'agit pas d'oublier quelqu'un, mais de se débarrasser du poids invisible qu'il a laissé en toi. Si tu es ici, c'est parce que tu en as assez de traîner cette ombre. Tu as compris que rester accroché te consume plus que ce qu'il t'apporte. Et tu as besoin d'entendre quelque chose de réel. Pas de belles phrases, ni de motivation superficielle. Tu as besoin de vérité, même si elle fait un peu mal. Et la vérité est celle-ci. Personne ne viendra te sauver de ce que tu ressens.
Personne ne portera ta blessure, personne ne soutiendra tes longues nuits, personne ne sortira cette personne de ton esprit. Ce travail est le tien, et le tien seul. Mais voici ce que presque personne ne te dit. Guérir n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. Se détacher n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et laisser partir ne signifie pas perdre, mais récupérer la seule chose qui t'appartient vraiment, ta paix. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer ce que tu as ressenti, il te demande de ne pas être esclave de cela. Il t'apprend à marcher fermement, même quand le cœur tremble. Cette vidéo est pour toi si tu en as assez de prétendre que tu vas bien. Si tu es prêt à te confronter à toi-même sans excuse, si tu veux arrêter de dépendre d'une présence qui n'existe plus. Ici, je ne vais pas te parler doucement. Je vais te parler avec réalité, parce que c'est la seule façon de couper le fil émotionnel qui te maintient attaché au passé. Reste jusqu'à la fin si tu es prêt à te rétablir, à te retrouver, à redevenir à toi. À te détacher une fois pour toutes. 1. Réponds avec conscience. Rompre un lien émotionnel ressemble à marcher dans une pièce sombre, pleine de câbles emmêlés. Chaque pas que tu fais sans réfléchir te fait trébucher, te fait tomber et te donne l'impression de ne pas avancer. Mais lorsque tu allumes une seule lumière, même si elle est faible, tu vois clairement où poser le pied et comment bouger sans continuer à te blesser. Cette lumière est la conscience, et sans elle, tu vas répéter les mêmes schémas qui te gardent attaché à celui qui n'est plus là. Répondre avec conscience, c'est arrêter de réagir comme si tes émotions étaient les maîtresses de ta vie. Quand tu te souviens de cette personne, quand une pensée qui te lie au passé te vient, quand la nostalgie te frappe comme une vague inattendue, la plupart des gens agissent automatiquement et cherchent ce qui n'existe plus. Ils envoient des messages impulsifs, ouvrent de vieilles conversations, vérifient les réseaux sociaux, imaginent des scénarios qui ne vont pas se produire et s'enfoncent dans un état mental qui ne fait que prolonger la blessure. Ce n'est pas ressentir, c'est perdre le contrôle. Le stoïcisme t'apprend autre chose. Il t'apprend que tu n'es pas ton émotion, tu es celui qui décide quoi en faire. L'émotion apparaît, oui, mais tu choisis si tu la nourris ou si tu la laisses partir. Quand tu commences à répondre avec conscience, tu prends du recul par rapport à ce que tu ressens, non pas pour le nier, mais pour l'observer comme si tu regardais un film de ta propre vie. Tu ne réagis plus, tu analyses, tu n'implores plus, tu comprends. Tu ne poursuis plus, tu comprends que la dignité vaut plus que n'importe quelle impulsion. Beaucoup pensent que répondre avec conscience signifie devenir froid. Mais ce n'est pas le cas. Cela signifie que tu n'es plus disposé à laisser tes émotions prendre des décisions que ta raison n'approuverait pas. Cela signifie que tu ne vas pas permettre qu'un souvenir te humilie. Cela signifie que tu vas réfléchir avant d'agir, même si cela te fait mal. La conscience t'oblige à avoir des conversations inconfortables avec toi-même. Elle t'oblige à te demander pourquoi tu continues à attendre ce qui ne reviendra pas. Pourquoi tu continues à imaginer ce qui est déjà terminé? Pourquoi tu continues à réagir comme si tu dépendais émotionnellement de cette personne? La conscience dénude tes attachements et te montre où tu perds de l'énergie, de la dignité et du temps. Et même si cela fait mal, cela te libère aussi. Répondre avec conscience est un acte de respect de soi. C'est choisir de ne pas envoyer un message que tu sais te mettra dans une position de faiblesse. C'est arrêter avant de tomber dans le cercle vicieux de vérifier chaque détail de la vie de cette personne. C'est rompre la chaîne de pensées obsessionnelles qui te mènent au même lieu de vide et de frustration. C'est te dire à toi-même « Cela ne me construit pas, je ne vais pas le nourrir ». Quand tu commences à agir à partir de la conscience, quelque chose en toi change. Tu n'as plus besoin que l'autre personne te donne une clôture parce que tu commences à la générer avec tes propres décisions. Tu ne cherches plus des signes là où il n'y en a pas parce que tu comprends que s'obstiner sur ce qui t'a fait du mal est une forme d'autodestruction émotionnelle. Tu ne veux plus retourner là où tu n'as pas été valorisé parce que tu reconnais que ta paix vaut plus que n'importe quelle nostalgie déguisée en amour.
Répondre avec conscience est le premier pas pour retrouver ta force intérieure. C'est la base de tout ce qui vient après. C'est la façon la plus mature de dire à ton esprit que tu ne seras plus son prisonnier, que tu ne vas plus vivre en réagissant au passé et que tu ne vas plus permettre qu'un souvenir contrôle ton présent. Si tu réussis à maîtriser ce point, tu commences à retrouver du pouvoir. 2. Lâche ce qui est déjà parti. S'accrocher à quelqu'un qui n'est plus là ressemble à essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. Et le pire, c'est que pendant que tu essaies de retenir ce qui est déjà parti, tu te retrouves sans force, sans énergie et sans dignité. Lâcher prise n'est pas facile, mais continuer à s'accrocher à quelque chose qui est déjà mort te vide l'âme. Lâche ce qui est déjà parti, non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu as compris que s'obstiner sur ce qui est perdu est une forme silencieuse de te faire du mal. Parfois, on se convainc que garder le souvenir vivant est un signe d'amour, mais souvent c'est un signe de peur. Peur d'accepter que c'est fini, peur de faire face au vide, peur de se reconstruire sans cette histoire qui t'a accompagné si longtemps. Cependant, s'accrocher au passé ne le fait pas revivre, cela le déforme seulement. Cela le transforme en une version idéalisée qui n'existe pas et te maintient coincé dans une fantaisie qui ne te laisse pas avancer. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Il te rappelle que tu n'as pas de contrôle sur ce que les autres personnes décident, ressentent ou font. Tu as seulement le contrôle sur la manière dont tu réponds. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de te battre avec la réalité. Tu arrêtes d'essayer de convaincre quelqu'un de rester. Tu arrêtes de mendier une place dans une vie qui a choisi de continuer sans toi. Tu acceptes que ce qui est terminé est terminé. Non pas avec une tristesse résignée, mais avec une maturité qui dit « Je ne vais pas lutter là où il n'y a plus rien à gagner ». Lâcher prise n'est pas effacer les souvenirs, ni prétendre que ça n'a pas fait mal, ni agir comme si ça n'avait jamais compté. Lâcher prise, c'est permettre au passé de rester dans le passé. C'est te dire « Ceci n'est plus là et c'est bien ainsi ». C'est prendre une distance émotionnelle de ce que tu ne peux pas changer. C'est interrompre cette habitude toxique de revivre des conversations, d'analyser des signaux inexistants ou d'imaginer des fins alternatives. Quand tu t'accroches, le passé te domine. Quand tu lâches prise, tu récupères ton pouvoir. Beaucoup de personnes ne lâchent pas prise parce qu'elles croient que lâcher prise signifie perdre. Mais la vérité est que s'accrocher à ce qui n'existe plus te fait perdre plus. Tu perds la paix, tu perds la clarté, tu perds des opportunités réelles que tu pourrais vivre aujourd'hui. Lâcher prise n'est pas renoncer à l'amour que tu as ressenti, c'est renoncer à la souffrance inutile que tu continues de porter. C'est reconnaître que tu ne peux pas continuer à construire ton présent à partir de la nostalgie, parce que la nostalgie déforme et te fait croire que le passé était mieux qu'il ne l'était vraiment. Lâcher prise implique aussi d'accepter ta dignité. Accepter qu'il ne vaut pas la peine de rester là où tu n'es plus une priorité. Accepter qu'aucun message envoyé par nécessité ne te rendra ce qui a été brisé. Accepter que ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un a décidé de partir. Accepter que tu mérites des relations qui ne te font pas mendier de l'affection. Lâche prise pour que ton cœur cesse d'être en suspension, en attendant un retour qui ne te concerne pas. Quand tu lâches prise, quelque chose change dans ton énergie. Tu cesses d'être émotionnellement bloqué et tu commences à bouger à nouveau. L'esprit se dégage, tu commences à respirer différemment, ton estime de toi se reconstruit et ta tranquillité revient. Parce que lâcher prise ne vide pas, lâcher prise libère. Et dans cette liberté, tu trouves de l'espace pour te récupérer, te comprendre et te reconstruire vraiment. Lâche ce qui est déjà parti, parce que ton futur ne mérite pas de porter les ruines de ce qui n'existe plus. Lâche prise, parce que t'accrocher te vole la vie. Lâche prise, parce que ta paix vaut plus que n'importe quel souvenir déguisé en espoir. Lâche prise, parce que tu ne peux plus continuer à vivre avec la porte ouverte pour quelqu'un qui ne reviendra pas. Lâche prise pour pouvoir avancer. Lâche prise pour revenir à toi. 3.
Concentre ton attention sur ce qui compte. Comme lorsque tu marches sur une longue route après une tempête, le sol est encore mouillé, rempli de débris laissés derrière. Mais si tu lèves les yeux, tu te rends compte que la route continue, qu'il y a de la lumière devant, que tu n'as pas été fait pour rester immobile à regarder les flaques d'eau. C'est ainsi que fonctionne ton attention après une rupture. Si tu continues à regarder ce qui est déjà brisé, tu restes coincé dans un paysage qui ne changera pas. Mais si tu diriges ton regard vers ce qui compte, tu commences à avancer même si ça fait mal. Concentrer ton attention sur ce qui compte signifie arrêter de nourrir ce qui te vide. Chaque pensée est une énergie et tu ne te rends pas encore compte de combien d'énergie tu donnes lorsque tu repasses des scènes, des conversations, des idéalisations et des possibilités qui n'existent plus. L'esprit est expert en tromperie, en te faisant croire que penser plus te donnera des réponses, alors qu'en réalité, tu ne fais que creuser plus profondément le trou émotionnel dans lequel tu t'es mis. Concentrer ton attention n'est pas nier ta douleur, c'est décider dans quelle direction tu veux marcher mentalement. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, il te demande d'être discipliné. Chaque fois que ton esprit revient à ce que tu as perdu, demande-toi si cette pensée te rapproche de ta stabilité ou te plonge davantage dans la dépendance émotionnelle. Si ça ne compte pas, ne le nourris pas. Si ça te retire la paix, ne l'ouvre pas. Si ça t'affaiblit, ne le suis pas. Ce n'est pas de la répression, c'est de l'autocontrôle. Et l'autocontrôle n'arrive pas par magie, il arrive par la pratique consciente. L'attention est comme un muscle. Si tu l'exerces dans la bonne direction, il devient fort et te soutient même lorsque le cœur veut te saboter. Mais si tu l'exerces uniquement en direction du passé, tu deviens accro à revivre ce qui t'a fait du mal. Beaucoup de personnes n'avancent pas parce qu'elles continuent à consacrer plus de temps mental à celui qui les a blessés qu'à leur propre reconstruction. Concentrer ton attention sur ce qui compte implique une décision radicale. Cesser d'être esclave de tes distractions émotionnelles. En pratique, cela signifie te poser des questions inconfortables. Est-ce que ce à quoi je pense me sert? Est-ce que ça me rapproche de la version de moi que je veux être? Ou est-ce que ça m'attache à une histoire qui est déjà terminée? L'esprit aime la répétition, même quand cette répétition te fait mal. C'est pourquoi tu dois être plus fort que ta nostalgie. Tu dois diriger ton attention comme si tu étais le conducteur de ton propre véhicule émotionnel, parce que tu l'es, et si tu ne prends pas le volant, tes blessures le feront pour toi. Quand tu commences à rediriger ton attention, quelque chose en toi s'ordonne. Tu commences à retrouver la clarté. Tu commences à te rappeler qui tu étais avant de devenir quelqu'un qui vivait en fonction d'une autre personne. Tu commences à remarquer que le monde continue, que ta vie n'est pas terminée, qu'il y a encore des choses à construire qui ont besoin que tu sois présent, pas prisonnier. Concentrer ton attention sur ce qui compte te rend le pouvoir de choisir. Et quand tu choisis avec conscience, tu deviens plus fort que n'importe quel souvenir. Cela implique aussi de dire non. Non à vérifier les réseaux sociaux. Non à chercher des signes là où il n'y en a pas. Non aux conversations qui rouvrent seulement des blessures. Non aux fantasmes qui te font croire qu'un jour, tout redeviendra comme avant. Chaque non que tu dis au passé est un oui que tu donnes à ta croissance. Ton attention est ta ressource la plus précieuse. C'est ce qui nourrit ton esprit, ta stabilité et ton avenir. Si tu la gaspilles sur ce qui ne compte pas, tu t'enfonces. Si tu l'investis dans ce qui compte, tu renais. 4. Apprends de la douleur. Ressentir de la douleur émotionnelle ressemble à toucher une surface chaude. La réaction immédiate est de retirer la main, de l'éviter, de prétendre que rien ne s'est passé. Mais si tu observes attentivement, cette chaleur t'apprend quelque chose, où tu ne dois plus poser la main, quelles limites tu ne peux pas franchir et quelles décisions tu dois prendre pour ne pas te brûler à nouveau. La douleur n'est pas là pour te détruire, elle est là pour t'enseigner ce que tu ignorais. Apprendre de la douleur est l'une des étapes les plus inconfortables, mais les plus nécessaires, lorsque tu te détaches émotionnellement de quelqu'un.
La plupart des gens tentent de fuir la douleur, la couvrent de distractions, de souvenirs idéalisés, d'espoirs vides ou de l'obsession que tout aurait dû se terminer autrement. Mais le stoïcisme est clair. La douleur ne doit pas être évitée. Elle doit être comprise. Si tu ne la comprends pas, elle se répète. Si tu la nies, elle te contrôle. Si tu lui fais face, elle te libère. Accepter la douleur ne signifie pas la recréer ni la revivre. Cela signifie laisser la vérité se révéler à toi. Ce que tu as ignoré, ce que tu as donné en trop, ce que tu espérais qui n'était pas réel, où tu as cédé ta valeur, où tu as perdu ta voix, et, surtout, à quel moment tu as cessé d'être toi-même pour soutenir quelque chose qui était déjà brisé. La douleur apporte des réponses, mais seulement si tu es prêt à la regarder en face. Apprendre de la douleur implique également de renoncer à la version romantique de l'histoire. Beaucoup de gens souffrent plus de l'histoire qu'ils ont imaginée que de ce qu'ils ont réellement vécu. Idéaliser te maintient attaché à une illusion. Analyser avec maturité te ramène à la réalité. Et la réalité, bien qu'elle frappe fort, est la seule qui te permet de vraiment lâcher prise. La douleur te montre tes limites, révèle tes peurs, te permet de voir clairement où tu agissais par nécessité et non par amour-propre. Et c'est ici que le stoïcisme devient un outil puissant. Il te rappelle que la douleur est inévitable, mais que la souffrance prolongée est optionnelle. Il te rappelle que chaque émotion intense peut être utilisée comme guide et non comme condamnation. Il te rappelle que la vie ne s'arrête pas pour ce que tu as perdu, mais que tu peux t'arrêter si tu t'accroches à ce qui n'existe plus. Quand tu apprends de la douleur, tu arrêtes de chercher des coupables et tu commences à assumer la responsabilité. Non pas pour te punir, mais pour grandir. Tu te demandes quel schéma tu as répété, quels signaux tu as ignorés, pourquoi tu as accepté moins que ce que tu méritais. Et ces questions, bien qu'inconfortables, sont le début d'une nouvelle version de toi, une version plus forte, plus consciente, plus sélective. Apprendre de la douleur signifie aussi reconnaître tes lumières, parce que tout n'était pas une erreur. Être capable d'aimer intensément parle de ta capacité émotionnelle, pas de ta faiblesse. Avoir des attentes parle de ton illusion, pas de ta maladresse. Mais maintenant tu sais que l'amour sans limite devient une prison et que les attentes sans réalité deviennent des blessures. Cet apprentissage marque un avant et un après. Quand tu intègres ce que la douleur t'a appris, quelque chose en toi change pour toujours. Tu ne te contentes plus. Tu n'acceptes plus les miettes. Tu ne cherches plus la validation là où elle n'existe pas. Tu ne donnes plus ta paix pour de la compagnie. Tu ne confonds plus l'attachement avec l'amour, ni la présence avec la réciprocité. La douleur te brise seulement pour te reconstruire avec plus de fermeté. Apprends de la douleur parce que c'est le seul maître qui ne ment pas. Apprends de la douleur parce qu'elle te force à te réveiller. Apprends de la douleur parce qu'elle te prépare à des relations plus conscientes, plus équilibrées et plus saines. 5. Construis une résilience interne. Marcher après une rupture ressemble à traverser un pont instable après un tremblement de terre. Le sol tremble. Chaque pas te donne l'impression qu'il peut se briser et tu as constamment le sentiment que quelque chose en toi est également sur le point de s'effondrer. Mais tu continues d'avancer parce que rester au même endroit n'est pas une option. Cette capacité à continuer, même quand tout tremble, c'est la résilience interne. Et c'est là que la plupart s'arrêtent, parce qu'ils croient que la résilience consiste à endurer, alors qu'en réalité, elle consiste à reconstruire. Construire une résilience interne ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie apprendre à te soutenir quand personne d'autre ne peut le faire pour toi. Après t'être détaché émotionnellement de quelqu'un, tu te retrouves avec un vide que tu remplissais auparavant avec sa présence, son attention ou son importance dans ta vie. Ce vide fait peur, mais c'est aussi une opportunité. C'est l'espace où ta nouvelle version commence à se former. Le problème, c'est que beaucoup essaient de le remplir rapidement, avec des distractions, de nouvelles personnes, des conversations superficielles, des illusions improvisées. Ce n'est pas de la résilience, c'est de la fuite.
Le stoïcisme t'apprend que la résilience consiste à rester ferme même lorsque tu es brisé. C'est ressentir la douleur sans la laisser te gouverner. C'est continuer à prendre des décisions saines même si ton cœur veut te saboter. C'est te lever chaque jour avec la détermination de ne pas capituler face à ce que tu as perdu. Et surtout, c'est comprendre que ce qui t'arrive ne définit pas qui tu es, mais peut construire qui tu seras si tu choisis d'agir avec conscience. Construire une résilience interne commence lorsque tu acceptes que personne ne va réparer ce que tu ressens. Ni ton ex, ni tes amis, ni le temps seul. C'est toi qui te reconstruis pièce par pièce. C'est toi qui comprends que même si la chute a été dure, tu es toujours là. Et cela en dit long sur ta force. La résilience consiste à cesser d'attendre que quelqu'un revienne pour guérir ce qui a été brisé. C'est décider que, même si cela fait mal, tu peux marcher seul jusqu'à ce que tes pas redeviennent solides. La résilience interne signifie aussi entraîner ton esprit. Ton esprit va constamment te traîner vers des souvenirs, des promesses, des fins qui n'ont jamais eu lieu. Et c'est là que la discipline émotionnelle entre en jeu. Chaque fois que ton esprit veut retourner au passé, tu décides de le ramener au présent. Chaque fois qu'une fantaisie apparaît, tu choisis de revenir à la réalité. Chaque fois que tu es tenté de chercher des réponses là où il n'y a plus de dialogue, tu choisis le silence et l'autocontrôle. C'est cela la résilience, la capacité de ne pas te laisser dominer par des impulsions qui te détruisent. La résilience se renforce lorsque tu construis un nouveau centre, c'est-à-dire lorsque tu deviens ta propre stabilité. Tu ne dépends plus de quelqu'un pour te sentir valorisé. Tu n'as plus besoin d'une présence externe pour ressentir le calme. Tu commences à avoir confiance en toi, en ton jugement, en ta force, en ton chemin. Et quand cela se produit, tu récupères quelque chose que tu avais perdu sans t'en rendre compte, ton identité. Construire la résilience implique aussi de reconnaître ton progrès. Tu penses peut-être encore à cette personne, tu as peut-être encore mal, mais chaque jour où tu ne reviens pas, chaque jour où tu décides de respecter tes limites, chaque jour où tu choisis ta paix plutôt que l'attachement, tu avances plus que tu ne l'imagines. La résilience ne se construit pas en grands sauts, elle se construit en petites décisions. Au final, construire une résilience interne est ta véritable victoire. Parce que si tu réussis à te soutenir seul, si tu réussis à rester ferme sans mendier de l'affection, si tu réussis à te reconstruire de l'intérieur, alors il n'y a plus de pertes qui puissent te détruire comme avant. La résilience ne te rend pas invincible, elle te rend indestructible de l'intérieur. 6. Remercie et accepte. La vie, après une rupture, ressemble à une table remplie de pièces en désordre. Elles ne s'emboîtent pas toutes, elles ne sont pas toutes utiles, et certaines sont les restes de quelque chose qui ne peut plus être reconstruit. Mais au milieu de ce désordre, tu trouves aussi de nouvelles pièces que tu n'avais pas vues, parce que tu étais trop concentré sur ce que tu as perdu. Remercier et accepter, c'est arrêter d'essayer de reconstruire ce qui n'existe plus et commencer à voir ce que tu as devant toi. Remercier ne signifie pas romantiser la douleur ni justifier ce qui t'a brisé. Cela signifie reconnaître que chaque expérience, même celles qui font mal, apporte quelque chose que tu peux utiliser pour grandir. Remercier, c'est de la maturité, pas de la soumission. Quand tu remercies, tu ne dis pas « c'était bien qu'on me fasse du mal ». Tu dis « j'ai appris, j'ai grandi, j'ai vu clairement ce que j'ignorais auparavant ». Le stoïcisme l'explique de manière directe. Ne remercie pas pour ce qui s'est passé, remercie pour ce qu'il t'a appris. Accepter est l'autre moitié de ce processus. Accepter que l'histoire est terminée. Accepter que cette personne ne fait plus partie de ta vie. Accepter qu'il n'y aura pas d'explication parfaite ni de fin nette. Accepter que l'avenir n'est plus lié à ce lien. Et même si ça fait mal, accepter signifie aussi arrêter de se battre contre la réalité. Parce que chaque fois que tu luttes contre ce qui est, tu finis par te briser un peu plus. L'acceptation n'arrive pas d'un coup, elle arrive par fragments. D'abord, tu acceptes qu'il n'y a plus de communication. Ensuite, tu acceptes qu'il n'y aura pas de retour. Puis, tu acceptes que tu mérites la stabilité. Enfin, tu acceptes que tu
tu acceptes que tu es toujours debout sans cette personne. Et cette dernière étape est incroyablement puissante, parce qu'elle montre que ce que tu pensais indispensable ne l'a jamais vraiment été. C'était important, ça a laissé une trace, mais ça ne détermine pas toute ta vie. Remercier et accepter est un acte d'intelligence émotionnelle. Quand tu remercies, tu te libères de la culpabilité. Quand tu acceptes, tu te libères de l'attachement. Et quand tu réussis les deux, tu retrouves ta paix. Parce que tu ne te bats plus avec des fantômes, tu ne t'accroches plus à des attentes, tu n'idéalises plus une fin qui n'a jamais eu lieu. Tu reconnais que ce qui a été, et que ce qui vient dépend uniquement de toi. Remercier te redonne aussi ta dignité. Cela te rappelle que tu as été capable de donner de l'amour, que tu as été capable de t'engager, que tu as été capable de ressentir profondément. Cela parle bien de toi, pas l'inverse. Cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Mais accepter te rappelle autre chose, que tu n'es pas obligé de rester là où on ne te choisit plus. Ce contraste entre gratitude et acceptation est ce qui te rend fort. Accepter peut faire mal, parce que cela implique de faire face à la vérité sans la maquiller. Cela implique d'arrêter d'attendre un message, un regret, un geste, un signe. Cela implique de fermer émotionnellement la porte que tu as laissée entrouverte pendant trop longtemps. Mais l'acceptation libère, parce que ce qui te fait mal n'est pas la perte, c'est la résistance à la perte. Quand tu arrêtes de résister, tu arrêtes de souffrir inutilement. Remercier et accepter réorganisent aussi ton esprit. Ils te forcent à arrêter de penser à ce qui aurait pu être et te concentrent sur ce que tu peux construire maintenant. Ils te sortent du mode victime et te rendent le contrôle. Ils te permettent de regarder ta vie avec de nouveaux yeux. Et surtout, ils te donnent la permission d'avancer sans sentir que tu trahis ton passé. Si tu remercies pour ce que tu as appris et acceptes ce qui est terminé, tu deviens quelqu'un d'émotionnellement souverain. Tu n'as plus besoin que quelque chose revienne pour te sentir en paix. Tu n'as plus besoin d'explications pour dormir tranquille. Tu n'as plus besoin d'imaginer des fins alternatives. Tu te contentes de la réalité, parce que tu sais que c'est là que réside ton véritable pouvoir. 7. Retourne à toi-même. Perdre quelqu'un qui était important ressemble à entrer dans une maison après un incendie. Les pièces qui étaient autrefois un refuge sont maintenant vides. L'air sent ce qui n'existe plus et les murs montrent des marques de ce qui a été vécu. Mais, dans tout ce scénario, il y a aussi l'espace où tu peux te reconstruire à partir de zéro. Retourner à toi-même, c'est précisément cela. Arrêter de marcher parmi les décombres des autres et commencer à construire ton propre lieu intérieur. Retourner à toi-même ne signifie pas te fermer au monde ou devenir froid. Cela signifie se rappeler qui tu étais avant de devenir une extension émotionnelle de quelqu'un. Parfois, sans t'en rendre compte, tu as cédé des parties de ton identité pour maintenir en vie une connexion qui n'avait plus de vie. Tu as cédé de l'espace, du temps, des limites, de l'énergie et même des rêves. Et quand cette personne est partie, tu as aussi senti que tu étais sans structure. Mais l'absence n'efface pas qui tu es. Elle te force seulement à te retrouver. Le stoïcisme le rend clair. Aucune personne extérieure ne doit devenir le centre de ta stabilité. Parce que si ton axe est en dehors de toi, tout mouvement extérieur te fait tomber. Retourner à toi-même, c'est récupérer cet axe. C'est regarder ta vie avec honnêteté et te demander où tu t'es perdu, où tu t'es brisé, où tu as cessé de t'écouter. C'est retourner à ton propre territoire émotionnel et le revendiquer comme le tien. Retourner à toi-même signifie aussi te reconnecter avec tes besoins réels, pas ceux que la relation t'a obligé à reporter. Tu as besoin de repos mental, tu as besoin d'ordre interne, tu as besoin de nouveaux objectifs, tu as besoin de routines qui te renforcent, tu as besoin de gens qui ajoutent et ne t'épuisent pas. Souvent, quand tu es émotionnellement attaché à quelqu'un, tu t'oublies complètement. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Retourner à toi, c'est reprendre le rôle principal. Ce processus nécessite une confrontation. Tu ne peux pas retourner à toi si tu continues à idéaliser celui qui est parti.
Tu ne peux pas retourner à toi si tu continues à revoir ce qui aurait pu être. Tu ne peux pas retourner à toi si tu continues à te comparer à la nouvelle vie de cette personne. La comparaison détruit l'identité, la nostalgie déforme la mémoire, et l'obsession t'éloigne de toi comme rien d'autre. Retourner à toi commence quand tu décides de couper ces habitudes. Cela implique aussi de retourner à tes valeurs, à ce que tu crois vraiment, à la façon dont tu veux vivre, aux décisions que tu avais abandonnées pour prioriser quelqu'un d'autre. Quand tu reviens à tes principes, tu retrouves la cohérence, et la cohérence te redonne de la force émotionnelle. Tu n'as pas besoin que quelqu'un revienne pour te sentir solide. Il te suffit de rester fidèle à ce que tu es. Retourner à toi-même, c'est te rappeler de tes capacités. Savoir que tu peux avancer seul, savoir que tu peux reconstruire ta stabilité, savoir que tu peux te réinventer, savoir que tu peux accomplir des choses même avec le cœur blessé. Parce que oui, ça fait mal, mais ça te pousse aussi. Ça te force à te voir comme tu ne t'étais jamais vu. Et cela, même si c'est difficile, c'est la croissance dans sa forme la plus pure. Dans ce processus, ton estime de toi joue un rôle fondamental. Une rupture peut te faire douter de ta valeur. Elle peut te faire sentir remplaçable, insuffisant, oubliable. Mais c'est une illusion créée par la douleur. Tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un pour confirmer ton importance. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un a décidé de suivre son chemin. Ta valeur reste intacte, mais tu dois la récupérer avec des actions, pas avec des mots. 8. Choisis la paix plutôt que l'attachement. L'esprit, lorsqu'il s'accroche à quelqu'un qui n'est plus là, se comporte comme une pièce pleine d'échos. Tout résonne, tout revient, tout te poursuit, même si cela n'existe plus dans la réalité. Mais si tu ouvres une fenêtre et laisses entrer de l'air frais, l'écho perd de sa force. Choisir la paix plutôt que l'attachement, c'est précisément cela. Ouvrir cette fenêtre mentale que tu as si souvent gardée fermée par peur d'accepter que l'histoire est terminée. Choisir la paix ne signifie pas que tu ne t'en souciais pas. Choisir la paix signifie que tu n'es plus disposé à te détruire pour ce qui est parti. L'attachement, lorsqu'il reste sans objet, se transforme en souffrance. Il te fait insister sur les souvenirs, sur les fantasmes, sur les possibilités qui n'existent plus. Il nourrit l'idée que tu as besoin de cette personne pour être complet, alors qu'en réalité, tout ce dont tu as besoin est d'arrêter d'idéaliser ce qui est déjà mort. L'attachement t'enchaîne, la paix te libère. Le stoïcisme te l'enseigne de manière directe. La souffrance naît de l'attachement à ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler les sentiments des autres. Tu ne peux pas contrôler leurs décisions. Tu ne peux pas contrôler leur retour ni leur absence. Mais tu peux contrôler ta réaction, ton approche, ton chemin émotionnel. Choisir la paix, c'est reconnaître cette différence et agir à partir de la maturité, pas de la carence. L'attachement a de nombreuses formes. Parfois, il se déguise en espoir. Parfois, il se déguise en amour. Parfois, il se déguise en « je veux juste comprendre ». Mais au fond, c'est de la peur. Peur de lâcher prise, peur d'avancer, peur d'accepter que le futur que tu as imaginé ne sera plus. Cette peur te maintient coincé dans une histoire qui est déjà terminée. La paix arrive lorsque tu décides d'avancer sans demander la permission au passé. Choisir la paix plutôt que l'attachement implique de renoncer au drame interne. Cette bataille mentale de revoir chaque détail, chaque message, chaque geste. Cette habitude de chercher des signes là où il n'y en a pas. Cette obsession d'imaginer des conversations qui n'auront jamais lieu. Tout cela est du bruit, et le bruit ne laisse pas guérir. Lorsque tu choisis la paix, tu commences à couper chacune de ces pensées à la racine. Tu ne leur donnes pas d'espace, tu ne les nourris pas, tu ne les acceptes pas comme vérité. Choisir la paix implique également de renoncer à la nécessité de clore des histoires parfaites. Toutes les relations ne se terminent pas par un discours émouvant, une explication profonde, une séparation de film. Certaines se terminent en silence, d'autres se terminent avec des doutes, d'autres encore se terminent avec des blessures ouvertes. Et accepter cela fait partie de choisir la paix.
Parce que si tu attends que tout se termine comme tu le souhaites, tu resteras coincé à attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. La paix n'arrive pas automatiquement. C'est une décision. Une décision que tu devras prendre tous les jours au début. Chaque fois que l'esprit voudra retourner au passé, tu choisis la paix. Chaque fois que le cœur demandera à retourner là où tu n'es plus le bienvenu, tu choisis la paix. Chaque fois que ton ego voudra chercher des réponses chez celui qui t'a déjà laissé derrière, tu choisis la paix. Cette répétition forme ta nouvelle identité émotionnelle. Choisir la paix plutôt que l'attachement exige une force intérieure. Tout le monde ne le fait pas. Beaucoup préfèrent rester accrochés parce que lâcher prise leur donne le vertige. Mais tu ne cherches pas le confort émotionnel. Tu cherches la liberté. Et la liberté émotionnelle n'arrive que lorsque ton bien-être pèse plus que n'importe quel souvenir. Choisir la paix est un acte d'amour de soi si profond qu'il transforme la façon dont tu vois le monde. Lorsque tu choisis la paix, tu retrouves la clarté. Tu cesses de vivre dans un cycle interminable de doutes. Tu cesses de dépendre de réponses qui n'existent plus. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran,